Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer notre rendez-vous de tous les dimanches 11h30 sur Canal 2 International. C'est Canal Presse. Nous sommes en direct de Yaoundé. Nous avons 85 minutes pour analyser et commenter deux sujets principaux d'actualité de la semaine que nous présente ici Ghislain Pierre-Essonneau. C'est le sommaire de la semaine. Peter est son prénom, Moussong est son nom. Il est jusqu'à ce matin président de la commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette commission camerounaise est une récente création présidentielle à obédience consultative pour la crise anglophone. Et elle était à cœur ouvert sur le terrain pour écouter. Et la moisson est abondante, malgré les changements climatiques que le monde traverse, faute de frontières dans les cieux et dans les idées. La moisson est abondante, disais-je, car les anglophones ont remis ça. Ils veulent que soit mutée la forme de l'État, de l'unitaire au fédéralisme. Ils veulent la libération des prisonniers. Ils veulent que la loi fondamentale, la Constitution, soit modifiée pour intégrer la double nationalité. Et la liste n'est pas exhaustive. Cerise sur le gâteau, les frères anglophones exigent le rapatriement des restes d'Amadou Ahidjo du nom du premier président camerounais. Et c'est cela la nouveauté, au rang de leurs revendications. Et ceci n'est pas innocent, car à proprement parler, voici un élément qui vise à rallier les autres Camerounais à leur cause. On dirait alors une cause nationale parmi les 18 propositions formulées. Des questions réexposées dont la solution à la fois structurelle et politique avait déjà échappé au Premier ministre chef de gouvernement. Alors question, à qui s'adressent ces propositions si ce n'est à Paul Biya? Nous ne sommes pas, dans le cas du roi Salomon, appelés à diviser le bébé par la mort après une proposition de femme. Loin s'en faut, car il y a là-dedans des questions parlementaires et celles qui sont dirigées vers une seule cible sur laquelle les Amériques tirent déjà en évoquant l'alternance au sommet de l'État. Dans tous les cas, aucune certitude n'est de mise que Yaoundé accédera à toutes ces propositions qu'il convient d'analyser sous un prisme de radicalisation. Vous et moi qui entendons avons intérêt à les comprendre. Nous sommes dimanche et les nouvelles de l'Assemblée nationale ne font pas état d'un texte sur la table des députés et qui aurait trait à la prorogation de leur mandat. On attend encore cet enfant qui mettrait un terme aux supputations qui ont cours et qui ont trait aux législatives. On attend en sachant que le corps électoral devrait être convoqué au plus tard le 19 juin ou alors le chef de l'État va promulguer la prorogation que les parlementaires voteraient d'ici à là. Tout ceci n'est d'ailleurs que falsifiable, contrairement à l'ambiance des meetings déjà perceptibles sur le terrain. L'heure du Makero n'a pas encore sonné, mais c'est tout comme de Maroua à Konolinga et de Yaoundé à Ntui. Côté imprimerie, il semble que seule la question du matériel de la présidentielle a pignon sur eux. On attend. Simple calcul d'anciens mauvais élèves de mathématiques, si les législatives n'ont pas lieu à cause du climat sécuritaire, alors elles auraient lieu en février 2019. Ce serait alors plus tranquille pour le nouvel élu et le reste sera réglé au sommet, c'est-à-dire les équilibres politiques à partir du Sénat jusqu'à la primature en passant par Kavaye Djibril, par l'Assemblée nationale, à qui il aurait dit au revoir, selon une certaine opinion. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau. Et pour parler de ces deux sujets d'actualité, nous avons convié ce dimanche Hassan Monekdem, journaliste, chef service politique du quotidien Le Jour ici à Yaoundé. Nous avons également Georges-Alain Boyomo, directeur de publication du quotidien Mutation, président du Club Po, c'est un regroupement de journalistes politiques. Nous avons également le professeur Claude Abbé. Je voudrais le présenter comme un sociopolitiste, peut-être qu'il va corriger tout à l'heure. Nous avons ensuite Gaston Comba, député d'une CAM, élu RDPC, et nous avons Simon Fobinchinda, député de la MESAM, élu du SDF. Nous allons prendre une transition, si vous le voulez bien, et nous abordons le premier sujet inscrit au débat ce dimanche sur Canal Presse. À tout de suite.
de 800 personnes étaient donc présentes aux travaux de la mission d'écoute auprès des populations à Bamenda, selon le communiqué final de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, un communiqué dont la presse en a fait l'économie, l'a même diffusé en intégralité cette semaine. Hasson Monekdem, vous avez lu le document? En effet, je l'ai lu. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, c'est un document qui, dans son contenu, ne dit rien de véritablement nouveau, qui n'est pas encore été dit, peut-être en d'autres thèmes, mais qui n'est pas encore été dit. J'aimerais profiter de cela pour faire un peu un rappel historique des revendications de nos frères des régions du nord du sud-ouest. Juste après l'année 61, le 1er octobre, c'est Foncha qui attire déjà l'attention d'Aïdjo pour lui faire comprendre que il risque d'avoir des problèmes sur la considération des anglophones. Dès 1964, Bernard Forlon, dans une revue très célèbre, Labia, le dit de manière claire, les anglophones ont un problème dans la nouvelle République fédérale. Ils ont un problème d'infériorité par rapport à leurs frères francophones. Passons. Dès, je crois, en 1978, il y a eu des mouvements et il y a eu la fameuse commission que Aïdjo a créée, au sein de laquelle se retrouvait l'actuel président, le président Paul Biya, le professeur Ndjema et M. David Aboué-Machoyi. Il a d'ailleurs rappelé ce qui avait été fait et ce qu'était véritablement le problème anglophone déjà à l'époque. Il y a quelques mois dans les colonnes de mutation, justement. En 1984, à la suite de la révision constitutionnelle qui consacre la République du Cameroun, il y a eu des parlementaires anglophones qui ont remis le problème sur la table. Et j'ai souvenance du mémorandum du président de l'Assemblée nationale de l'époque, Salomon Tandé-Mouna, qui attirait l'attention du président Biya sur tous les problèmes que les anglophones rencontraient au sein de la République. En 90, lorsque Foncha, je ne sais pas en 90, mais en tout cas, lorsque Foncha quitte le RDPC, c'est encore ce problème-là qui est mis en avant et qui dit les anglophones souffrent dans la République. En 93, la All Anglophones Conference, qui avait été convoquée et qui faisait suite à la préparation de la nouvelle constitution, avait également formulé un certain nombre de revendications, un certain nombre de recommandations pour que les anglophones puissent enfin vivre de manière sereine au sein de la République. Donc, on ne peut pas dire que ce que la Commission a fait jusqu'ici soit véritablement nouveau dans le fond. C'est dit de manière différente, mais sauf que, à mon avis, la principale nouveauté, c'est que d'abord l'opinion est prise à témoin sur ce que la Commission a fait son travail et a transmis le document acquis de droit. Donc actuellement, le président Biya ne pourra pas dire qu'il ne savait pas véritablement. On en vient, je vous en prie. Merci à vous. Georges-Alain Boyomo, vous avez également lu les recommandations. Est-ce qu'il y en a qui sont originales et qui sortent de ce qu'on a déjà entendu jusqu'aujourd'hui? Bon, je voudrais penser comme Yannick que globalement, il s'agit du réchauffé. Je voudrais également ajouter que avant, là c'est la mission d'écoute pour le Nord-Ouest. Exactement. Il faut bien lire l'introduction du document. Il y a une mission d'écoute dans le Sud-Ouest qui a eu lieu en avril 2018. Ça veut dire que le président Biya a déjà les aspirations ou alors les attentes des populations du Sud-Ouest qui globalement doivent se recouper avec celles du Nord-Ouest. Ce qui est à mon sens nouveau, c'est pour ainsi dire cet aspect sur le retour, le rapatriement, la dépouille du président Aïdjo. Je ne pense pas que ça a déjà été évoqué une fois dans cette crise. Il y a également un certain nombre de préoccupations qui tendent à faire dire que la communauté anglophone veut s'attirer la sympathie de toute la communauté nationale et donc est en train de placer en fait les bases, pas simplement d'un dialogue avec les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais un dialogue avec la communauté nationale. Et là, on va donc basculer dans ce qui pourrait être ce qu'on appelait un temps la conférence nationale qui a été appréhendée comme on le sait. Ces aspects-là, c'est quoi? C'est par exemple l'égalité des chances aux accès à l'accès, s'agissant de l'accès aux emplois publics. C'est par exemple un certain nombre de discriminations qui sont
qui sont dénoncés dans ces documents. Donc globalement, on assiste, pour ainsi dire, à la nationalisation de la crise. On est plus simplement dans la partie anglophone. C'est tous les Camerounais maintenant qui se retrouvent dans cette crise. Et c'est d'autant plus intéressant parce que nous, également, on a toujours pensé qu'il y a un certain nombre de préoccupations des anglophones qui sont également celles des francophones. Et nous sommes surtout rassurés à travers ce document que tous les anglophones ne sont pas des sécessionnistes, que c'est une infime minorité qui réclame cette autonomie-là. Et il y a également une aspiration à l'emploi des thèmes, parce que lorsque dans le document on voit que les anglophones demandent des clarifications sur le thème sécessionniste, sur le thème terroriste, ça montre qu'à un moment donné il y a eu amalgame et qu'il est temps de recentrer un peu les choses. D'accord. Alors, Simon Fobinchinda, vous êtes élu de la MESAM, député de la Nation, certes, mais les recommandations formulées dans le rapport, est-ce que c'est ce que vous avez souvent entendu de vos populations, celles qui vous ont élu et celles qui souffrent au quotidien de cette crise sécuritaire? Thank you, Carol. Let me begin by telling you what's happening at the time the Musonge Commission is coming to Bamenda, or to the northwest. There has been about 2,000 people killed, more than 200,000 internally displaced, about 120 refugees from the Anglophone regions. The economy has come to a practical stop. You understand? And there is a curfew that begins essentially, it's supposed to begin at 9 o'clock, but by 7 p.m. the towns are dead. So what you're looking at is a gradual killing of the economy with a massive genocide going on. Because just in Menka and Santa the other day, we had 27 people slaughtered. Now, what is the Musonge Commission going to do in a place that is living this experience? First, as Omo said, Mr. Biya knows the problem. He knows the problem because at many times, like he said, everybody knows that Mr. Biya was part of the solution proposed. So what is the Musonge Commission going to do? First, it's an advisory commission. It doesn't have powers to do anything. It will only come and advise Mr. Biya again. Secondly, the problem is not bilingualism. The problem is not multiculturalism. The problem is the position of the Anglophones within the Republic. And between you and me, the youths, the Anglophone youths, don't see their future in the Cameroon of today as it is structured. And Mr. Biya says the form of the state is not going to be discussed. That's why they have taken up guns. And they are in the bushes, and they don't intend to come out until they know where they're coming out to. So I am not satisfied with the Musonge Commission. First of all, its composition as an advisory committee, as a commission, he will advise Biya again, advise a person who already knows the problem. I see bad faith, because for 2 years, instead of sitting to talk with the people, Mr. Biya is sending the troops in. That is bad faith. Now, tell me this, Carol. If you refuse to discuss with me, chances are you don't have any arguments. That's why you're running away from the table. On va entrer dans la question du dialogue tout à l'heure. So si vous le I am not satisfied with the commission. We think that Mr. Biya is using that commission as a smoke screen to hide behind and avoid the problem. Merci. Gaston Kamba, c'est un écran de fumée ou alors c'est comme on l'a dit aussi juste pour faire comme si on prenait à bras le corps le problème. Est-ce que vous croyez aussi que les recommandations de la commission Musonge, on l'appelle la commission Musonge, mais c'est la commission de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, et du vivre ensemble au Cameroun. Est-ce que vous croyez que les recommandations ont vraiment reflètent le vécu et l'aspiration des populations du terrain? Moi, j'ai déjà dit que le dialogue dans une république, il est permanent et continu. Et même si on est au courant, d'un certain nombre d'aspirations des populations, il est toujours important de les actualiser, de savoir ce qui se passe. C'est pour ça que je ne dirais pas comme
mon frère et collègue, la phobie, que c'était une descente inutile. Au contraire. Et quand on regarde un peu la série de recommandations, qui ont été, pas de recommandations, de suggestions qui ont été faites par les populations, on est d'abord heureux de faire un constat. C'est que les aspirations, les préoccupations au départ étaient essentiellement institutionnelles et politiques. Aujourd'hui, elles sont à la fois économiques et sociales. Et cela dénote déjà véritablement d'un sentiment d'appartenance commun, comme disait Georges Alain, commun à la République et à la République du Cameroun. Et de manière même insidieuse, si on veut être un peu insidieux, on va dire, le fait même que les populations demandent qu'on clarifie les termes, quels sont ceux qui sont sécessionnistes, quels sont ceux qui sont terroristes, renforce encore ce sentiment d'appartenance à une même entité que le Cameroun. Ils ont même demandé d'abroger la loi antiterroriste pour rester dans ce que je voudrais simplement dire, c'est que là-dedans, vous allez voir des préoccupations qui sont spécifiques, certainement aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais vous avez des préoccupations qui sont communes à l'ensemble, qui sont propres à l'ensemble du pays. Le chômage des jeunes, c'est pas une préoccupation liée à une ou deux régions. C'est un problème national, c'est un problème que tous les pays connaissent aujourd'hui. Mais il faut aussi dire que il y a des préoccupations aussi qui dénotent un certain nombre de préjugés. Quand par exemple on dit le sentiment que les enfants ne sont pas aimés par leurs frères francophones, là c'est assez subjectif. Voir l'honorable phobie qui est là. Je le partage d'ailleurs. C'est un vécu, c'est ce qu'ils vivent dans leur peau, ils le disent peut-être, non? Bon, il est anglophone, je suis francophone, il ne peut pas dire que vous ne vous aimez pas. Sur cette question honorable, je voulais vous dire quelque chose. Oui. Il y a des attitudes chez nous autres de la partie francophone qui, a priori, dans notre entendement, ne participent pas peut-être d'une malveillance vis-à-vis de nos frères des régions du nord et du sud-ouest. Mais il y a maintenant la perception qu'eux peuvent avoir de nos attitudes. Quand vous appelez les gens Bamenda, quand vous appelez les gens Biafrais, avec avec toute la connotation historique qu'il y a autour de cela. Non, ce n'est pas pour justifier de ce que appeler les autres quoi veut dire. Mais quand il y a un sens péjoratif à un mot qui est collé à quelqu'un, on dit tu es à gauche comme un Bamenda. Non, quand nous étions à l'université, tu es un Biafrais. Quand nous étions à l'université, permettez qu'il s'explique dessus. Quand nous étions à l'université, on disait froc, on disait anglo. Ça n'avait aucunement une connotation péjorative. C'était à la limite même, comme on dit, des blagues entre... des plaisanteries entre Camerounais qui se sentaient appartenir même à un pays. Mais seulement, il faudrait qu'on évolue sur cette question. Je prends un autre cas. On entend Bami, on entend quoi? Voilà. Des choses comme ça. Donc, mais ça n'empêche pas qu'il y ait le sentiment d'appartenance à un même pays. Ce qu'on doit pouvoir dire dans notre pays, c'est que il n'y a pas de citoyenneté tribale. Il y a la citoyenneté camerounaise. Et ça, il faut... Et nous sommes aujourd'hui le Cameroun des années 50 et 60, où véritablement, chacun vivait dans son entité d'origine. N'est pas le Cameroun des années 2018 aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me citer aujourd'hui une seule famille où il n'y a pas non seulement des mélanges tribaux, c'est-à-dire où on a un beau-frère, un beau-fils et autres, où on n'a même pas de mélange linguistique. Dans ma propre famille, j'ai mon troisième petit frère qui a épousé une fille de la région du Nord-Ouest. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir se mettre dans une position où véritablement de manière tranchée on dit ceci appartient. Vraiment, le Cameroun de demain, c'est le Camerounais de demain, c'est le Camerounais qui est véritablement issu de ce mélange. Terminez sur cette question, s'il vous plaît. Et puis sur ceux qui pratiquent de manière intégrale le bilinguisme. Merci. C'est-à-dire qui est un Camerounais bilingue. Merci. Professeur Claude Abbé, première prise de parole également sur ces recommandations. Globalement, elles sont 18, elles sont, disons, diversifiées et variées. Est-ce qu'il y a certaines qui
collent aux problèmes adressés et d'autres qui sont sur le plan, qui répondent aux aspirations nationales? Si oui, comment le comprendre dans ce contexte précis? J'ai de la peine à répondre à votre question, Madame Yemelon, parce que j'ai l'impression d'être moi aussi en face d'un théâtre de mauvais goût. De mauvais goût parce que le problème anglophone que les uns et les autres ne veulent pas reconnaître, qui est un problème réel, votre collègue Assok Monegdem a essayé de faire une sorte de retour dans l'histoire, mais il aurait pu plonger à partir de 1916 pour voir jusqu'en 1961, au moment même où effectivement les deux Cameroun se mettent ensemble après l'impérialisme colonial connu par le Cameroun. Il aurait aussi pu mettre le doigt sur le forcing qui a été fait à l'occasion du référendum de 1972. Il faut quand même revenir là-dessus. C'est des faits très important. Moi, en tant que scientifique, je ne peux ne pas le dire et faire la langue de bois. Que la Constitution fédérale qui encadrait justement l'État fédéral, dans son article 47, interdisait qu'il y ait une levée du fédéralisme sans une concertation de base. Et il me semble que l'affaire est partie même globalement de là, au-delà du traitement à géométrie variable du différentialisme des uns et des autres. Aujourd'hui, créer des commissions, c'est bon qu'on ait créé cette commission-là et que elle montre la légitimité de son existence en allant justifier éventuellement les moyens qui lui sont alloués en allant sur le terrain. C'est une bonne chose. Mais de mon point de vue, d'abord, quand vous voyez les textes qui créent cette commission n'a pas pour vocation de résoudre le problème anglophone. C'est pas ça, son rôle. Ce n'est pas du tout son rôle. Si vous revenez sur les textes qui créent cette commission-là... Elle fait la promotion, comme on l'a dit, du bilinguisme et du multiculturalisme. Et qui est une proposition, et qui est une structure, de mon point de vue, qui de la même manière que... C'est fondé sur, créé sur le même modèle que la CONAC. C'est-à-dire que quand on ne veut pas résoudre un problème, on crée une commission qui doit donner juste donner des avis. Et quand on dit un avis, ça dit je peux. C'est consultatif. Il est consultatif. Et à ce titre-là, on peut le prendre comme non. Tout à fait. Et donc, de mon point de vue, sortons de cette gesticulation institutionnelle et voyons les choses réelles. Je partage le même avis que beaucoup de participants de cette émission que, au fond, revenons la All Anglophone Conference qui a eu lieu en avril 1993 et qui a connu la participation d'environ 5000 personnes à Buea. Ça, c'est connu. Les résultats de ce document-là qui porte en 12 pages indiquent les problèmes sur le plan constitutionnel, indiquent les problèmes en termes de marginalisation, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'économie, sur le plan de la prise en compte au niveau de l'accès à l'emploi, et même au niveau de l'usage de la langue. Ils sont allés très loin, que même au niveau de la télévision nationale, que quand on regarde, on se rend compte que en faisant le ratio des programmes, il y a une démarche de francophonisation progressive de nos frères d'expression anglaise. De mon point de vue, il est important, le Cameroun se trouve aujourd'hui, j'allais dire à la croisée des chemins. Et il faut qu'on se regarde véritablement en face pour apporter des solutions sans tenir compte des intérêts politiques, des chapelles politiques ou de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est la patrie qui est en danger. Je suis mal à l'aise de revenir en reparler parce que ces morts inutiles, à mon avis, qui sont déjà arrivés de ce côté-là, ça me gêne énormément. Dans la mesure où la liquidation, parce que le problème qui se pose est celui, finalement, de la gestion du différentialisme anglophone, dans le cadre d'un État
qui se veut, j'allais dire englobant, où la patrie est au centre d'une identité et où la camerounité est au centre d'une identité qui elle-même doit pouvoir tenir compte de l'hétérogénéité socio-culturelle des uns et des autres. C'est le problème de la liquidation de l'État jacobin qui est au cœur de la question ici. Et laissez-moi terminer, hein. Donnez-moi peut-être une minute, juste une minute. Les uns et les autres ont beau jeu de dire aujourd'hui la solution serait la décentralisation et tout le reste et tout. Et quand vous regardez le modèle camerounais de décentralisation, j'ai pris ces derniers temps cette image-là, qu'on est en face d'un monsieur qui a décidé de faire confiance à sa ceinture, mais qui au même moment doute de cette ceinture-là et préfère lui ajouter des bretelles. Voyez-vous, vous ne pouvez pas faire à la fois la décentralisation, la déconcentration, au même moment, on voit bien la résistance de l'État central à lâcher du pouvoir pour laisser effectivement les collectivités territoriales décentralisées et effectivement arriver à autogérer. Donc de mon point de vue, il faut aujourd'hui revenir à l'idée de base. Aucun sujet ne doit être tabou. C'est-à-dire la question de dire que le Cameroun est un État unitaire. Entrons donc dans les propositions, à mon sens, si vous le voulez bien, parce qu'il y a des propositions qui évoquent justement des sujets qui sont présentés comme tabous depuis un certain temps. Vous savez, moi je ne me suis pas contenté de venir, je n'ai pas attendu de venir à cette émission pour faire une sortie en tant qu'universitaire et faire mes parts de propositions. Votre collègue Georges Alain Boyomo, il y a je crois une semaine et demie ou 2 semaines environ, j'ai pris mon papier pour dire que je sois entendu ou non, j'aurais au moins joué mon rôle en tant qu'universitaire en faisant mes propositions. Et l'une de mes... que vous êtes sur ce plateau et j'en ai fait 5. On termine par les propositions, puisque voilà. si on aborde les propositions tout de suite, on n'avancera pas, on aura clos le sujet. Si vous le voulez bien, je voudrais qu'on entre dans ces recommandations. Yannick, on a parlé, à son ECDEM, pardon, on a parlé de la notion de dialogue inclusif qui revient dans ces propositions. Pourquoi, à votre avis, on en parle encore aujourd'hui, alors qu'on sait que depuis le début de la crise, il y a eu des rencontres entre des membres du gouvernement et des personnes présentées comme des leaders de ceux qui étaient en colère, notamment des avocats, des enseignants, juste après la manifestation des avocats en 2016. Pourquoi on reparle de dialogue inclusif aujourd'hui ? À mon sens, c'est parce qu'il y a toujours un sentiment d'inachevé dans la construction du dialogue, dans le cadre du dialogue et les personnes avec qui on dialogue. C'est bien, c'est très beau ce que la commission Moussongué a fait sur le terrain. Mais le professeur avait rappelé la All Anglophone Conference à Boya, où il y avait eu 5000 personnes. 5000 Les documents existent. Vous voyez. Ils existent. On a les recommandations sont presque les mêmes que celles qui sont aujourd'hui. Oui, elles sont presque les mêmes. Elles sont même plus élaborées que ce que nous avons aujourd'hui là. Et ils étaient avant-gardistes déjà en 93. Voilà. Donc je disais, il y a un sentiment d'inachevé, il y a un goût d'inachevé dans la construction du dialogue et dans le cadre. Parce qu'on a l'impression que c'est toujours les pouvoirs publics qui décident avec qui on va dialoguer. Qui décident, oui, on va dialoguer, mais jusqu'ici, c'est moi qui dis vers qui je vais pour l'entendre. Non, il faut créer même des instances nouvelles. Il faut penser en termes, il faut innover même dans les cadres de dialogue. Et moi, j'ai un souci. On ne saurait limiter le cadre de dialogue à ce qu'on va appeler l'élite. Il faut dépasser le cadre de l'élite pour véritablement rentrer dans une consultation qui a une dimension populaire, quel que soit le temps que ça va prendre. On a vu dans des pays où le dialogue a pris même plus d'1 année. Le plus important, c'est de sortir avec une véritable solution qui puisse satisfaire tout le monde. Parce que voilà bientôt 2 ans qu'on fait la guerre. On aurait pu prendre les mêmes 2 ans pour résoudre le problème. Construire un dialogue et prendre le temps qu'il faut pour écouter jusqu'au dernier ressortissant de la région. Gaston Komba, est-ce que ce n'est pas l'exercice qu'elle s'est livré la commission Moussongué, parce que elle est allée dans un lieu public, c'était je crois dans la salle d'une école, elle a fait venir tout le monde c'était pas des élites, c'était des populations, toutes les volontaires, il y avait, comme le dit le communiqué final, près de 800 personnes qui se sont exprimées. Est-ce que ce n'est pas là une esquisse de dialogue populaire?
Bon, je vais déjà dire que le dialogue, comme j'ai dit au début, il est permanent et continu. Il y a eu des instances de dialogue. Il y a eu des dialogues formels et informels qui ont eu lieu. Tout ne se dit pas devant les médias ou les caméras. Donc il y a eu des discussions dans des cadres informels, conformels, ça a eu lieu. Et cela se poursuit. Et je continue à dire que dans la gestion d'une république, d'un État, ou même dans la gestion simplement du cercle familial, le dialogue, c'est un élément permanent et constant. Donc, on ne peut pas dire que fondamentalement... Le véritable problème, c'est que tout le monde parle de dialogue inclusif. Et il disait, il ne faut pas que le dialogue s'arrête au niveau des élites. Oui. La commission est descendue au niveau de ce qu'on peut appeler... le plus populaire possible. Voilà, le plus populaire. La commission n'est pas une structure de dialogue. Oui, mais le temps, c'est une structure de consultation. Non. C'est peu. Vous savez, aujourd'hui, la commission Moussongue a pour objectif de rencontrer les forces vives en général et de faire des propositions au gouvernement. De les écouter. Non. D'aller les écouter. Oui, Bien sûr, et de faire des propositions. Oui. Mais quand elle écoute, après, elle fait quoi? Elle fait des propositions. Elle fait un compte rendu. Comme ce qui nous a été servi cette comme semaine. ça a été... C'est donc pas un dialogue. Mais il Le faut dialogue aller suppose en présence au moins deux parties avec des intermédiaires qui jouent l'intermédiation entre ces parties-là. Et vous pensez que C'est-à-dire que, quand ils écoutent les autres, ça veut de dire mon point de quoi? vue, c'est un travail préparatoire à un dialogue. Même s'il est préparatoire, Il peut pas être, vous ne pouvez pas appeler ça dialogue. Un dialogue, on peut au moins lui donner le caractéristique de pré-dialogue, si on veut. Parce que quand même, je crois que la commission Moussongue n'était pas assise, les gens parlaient et il n'y avait pas un échange. Il y a une interactivité. Il y a quand même une interactivité. Donc, peut-être que ce que vous voulez, c'est que le dialogue se passe à un autre échelon, à un autre niveau. Mais pour le moment, il est fait à ce niveau-là et il faut apprécier qu'il y ait quand même eu un compte rendu et puis qu'il y ait eu une transparence. Parce que Personne n'a dit que c'est qu'ils n'ont pas bien fait leur travail. Hein. Ces éléments auraient pu ne pas être publics, mais ils ont été mis à la disposition de tout le monde. Et ça, c'est déjà une avancée. Parce que je ne suis pas sûr que les autres concertations qui ont eu lieu l'année dernière ou avant, que véritablement que les éléments qui sont ressortis de consultation ont été rendus publics. Je pense que c'est une avancée et il convient de poursuivre. Simon Fobinchinda, les populations demandent un dialogue franc, sincère et inclusif, c'est ce que dit le communiqué final. Cependant, on a souvent entendu le pouvoir se demander, mais avec qui doit-on dialoguer? Est-ce qu'il y a un interlocuteur avec qui le dialogue peut faire avancer les choses sur cette question qui perdure depuis 2 ans? Carol, for me to answer the question, who will be the participants in the dialogue? Yes. Let me just do a little correction of what has been going on at the table. We've talked about the history, but there are 4 points that we have missed, essentially, and I think the 4 points are important. I'll come to your question. The first point that we missed in the history of this all is, up to 2 years ago, the Anglophone principle was the force of argument. That is what they were always explaining. From 2 years ago, it is now the argument of force. It has changed. There has been a change, and take note of that. It's very important, especially for the sociologists, to notice that the Anglophone position has changed. Yes, Now, yes. I agree with you. Yes, it is now the argument of force. I said agree with you. You are right. I said 4 things. Since October 2009. Yes. Now the second thing which I said there were 4 things, please just give me a little bit of time. The second thing which we must take note, as I think one of our panelists said, the results of the Anglophone conference. At that time, it was still the force of argument. And it was an exhaustive study, which was presented to the Biya government. And as a follow-up to that, it was one of the things that led to the 1996 constitution, which has never been fully put into place. You understand? You see a Mr. Biya who uses the dilatoire instead of solving a problem. The 1996 constitution was a dilatoire, to not attack the problem. Second point in history. Third point in history, I think it was our colleague who mentioned Article 47 of the Constitution.
which said how you were the one. Yes, thank you. It was never respected. It was even violated. The 1961 Constitution was violated. En 1984? Non, 1961. En 72. Yes, in 1962. Et là, on engulfe une conférence de 93. Là, je vous dis que c'est vraiment très exhaustif. Permit me to, you know, then at the same time, there's a United Nations clause that was never respected because the terms of the agreement were supposed to have been registered at the United Nations as a source of validity. Ce qui n'a pas été fait. It was not done. Now, so you had a marriage which we call in English, can we stay? All right. Now, the last point I want to raise, and this is very important, the last point I want to mention is that in 1959, before you, the Francophones, had your independence in 1960, Ahidjo had signed an agreement with the French in which all decisions were being taken by France. Everything, your minerals, everything were being taken by France. Now, we are entering a marriage. The Anglophones are entering a marriage with the Francophones, and the Francophone girl is coming into the bedroom with her father. This argument is not new. It's not new. I'm coming. In the resolution, it was there. Yes, I'm coming, but I want to show you the consequence. I want to show you the consequence of what is happening today. You have married a girl who comes into your bedroom with her father. Before anything, she must consult her father. Are you in a marriage? No. So there are very serious questions that must be discussed. Now your question is who will be in the dialogue. Before you know who will be in the dialogue, what is the substance of the dialogue? The substance is power sharing. What power, the total power, does the Anglophone have? Right now we've been boys in your kitchen. It must stop. There must be power sharing. What does power sharing mean? And that is why people have gone to propose federalism, because federalism is a form of power sharing. There are powers that belong to the states and powers that belong to the central government. Defense, foreign affairs, monetary business, norms. All things that have to do with norms belong to the rest of the powers can go to the states. You understand? That is if you are still in the logic of staying as one country. Ça c'est le contenu. Yes, that's the continue of the discussion. How do you share? Oui. But at the point we're talking, everybody, on the one hand, you must have the Biya government. D'accord. On the other hand, you must have the Anglophones. Les politiques. No, I said Anglophones, please, because the Anglophones know how to constitute themselves when that time comes. All right? They knew how to constitute themselves when they negotiated to join you. So they will know how to constitute themselves when they are negotiating how we live. We are still on the position of how we live, because half of our children have decided to go. Keep that in mind. The argument of force is now pushing us to places which it's very difficult. Merci. Georges-Alain Boyomo, réaction par rapport à ce que Nora va dire. À suivre tout ce qui s'est dit, je me dis franchement qu'à force de ressasser l'histoire, on ne va pas beaucoup avancer. Oui, c'est bien. Moi, je vois un peu l'image du chauffeur qui passe tout le temps à regarder dans le rétroviseur. Je suis que... Au lieu de regarder dans son pare-brise. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, toutes ne sont pas correctes, mais il faut avancer. Il faut avancer. Et ma conviction est que, et c'est là jusqu'à preuve du contraire, ma conviction est que le président de la République est le personnage le plus renseigné du Cameroun. Et à ce qu'il paraît, lorsque j'analyse toutes ces sorties, le président n'est pas pour une forme de dialogue telle que la majorité l'envisage. C'est-à-dire qu'une espèce de conférence, on va mettre tout sur la table. La preuve, on en parle depuis plusieurs années, mais ça ne prospère pas comme idée. Voilà, personnellement, moi j'ai fait des tonnes d'émissions sur la crise anglophone où on dit la même chose. On parle toujours de dialogue. Maintenant, je pense que le président doit, ça va peut-être choquer que je cite l'ambassadeur des États-Unis, le président doit penser à son héritage. Il doit penser à son héritage, il sait dans quel état on lui a légué le Cameroun et ce qu'il veut laisser. Et donc, il y a des actions à poser. Aujourd'hui, la facture de la crise anglophone est tellement lourde. Des Camerounais qui sont réfugiés au Nigeria, le tissu économique est paralysé, des enfants qui ne vont pas à l'école. J'ai encore vu le rapport de l'UNICEF et autres. C'est absolument grave. Donc, je pense que le président doit prendre ses responsabilités. Que ce soit dans un dialogue tel qu'envisagé par la majorité ou alors dans un dialogue tel que lui
il le pense. C'est-à-dire Mais le est-ce que dialogue le fait selon que le la président commission, que ce manifestement, soit la c'est commission d'envoyer de des missions promotion, d'écoute, venir Georges Alain, Est-ce qu'il y a la- est-ce que est-ce qu'il y a le la fait que ce volonté soit la politique? commission qui le propose, Est-ce qu'il y a la volonté ce type de politique? dialogue, Il y en a pas. va être pris en compte par le président, puisque c'est lui qui a créé cette commission pour lui faire des propositions. Est-ce que ça peut être pris en Moi, compte? j'ai suivi le président le 10 février. Au moment où il y avait déjà des morts, il y avait une situation critique dans les deux régions anglophones. Il a dit qu'il attendait beaucoup De cette de commission. la Commission nationale du bilinguisme. D'accord. À l'époque, j'étais sur ce plateau, j'ai dit sur ce plateau que ce n'était pas la vocation première de cette commission. Non. Mais je suis à un stade où que le chat soit noir ou blanc, l'essentiel c'est qu'il attrape la souris. Si c'est la commission, si ce sont les propositions de la commission qui seront prises en compte, eh bien il faut qu'elles soient prises en compte parce que ces propositions que moi j'ai lues, si au moins la moitié, parce qu'il faut dire clairement qu'il y a des propositions qui relèvent de la surenchère, qui relèvent du maximalisme. Quel type de Quand on proposition? va en négociation, Oui. quand on va en négociation, on met 10 points, on espère en récolter même 5 ou 6. Alors il y a des propositions effectivement qui me semblent un peu bizarres. Laquelle, comme le retour du président, la dépouille du président? Lorsqu'on dit qu'on n'envoie que des soldats francophones en zone anglophone, ça jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, moi j'ai vu parmi les morts, parmi les gens qui meurent là-bas, il y a également des anglophones. Parmi les gens qui sont kidnappés, il y a également des anglophones. Et là, moi j'ai le sentiment que on n'est pas sur la même longueur. Il y en a qui veulent à tout prix donner de la chair aux accusations de génocide. Et ce n'est pas dans la lancée de la résolution de la Et crise. ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai. Il y a pas un Donc problème. je me dis que le Pardon, président, Georges Alain. le président est le Georges meilleur Alain, des Georges deux. Alain. There is one. Non. Oui, Look, oui. look, the Je case of voudrais Menkai. partager avec vous une expérience, si vous le voulez bien, parce que moi j'étais à Bamenda 2 fois depuis le début de la crise, et j'ai entendu des populations me dire, quand vous avez en face de vous un médecin, un procureur, un avocat qui parle français, pour le cas du médecin, vous lui parlez anglais, il vous répond en français. Vous avez l'impression que le diagnostic qu'il va poser de votre La maladie, plupart des gens qui ce sont... n'est pas bon. Excusez-moi, Donc, du coup, il y a sur cette barrière question... qu'il ne faut Des pas avocats, Sur cette question, excusez-moi, enseignants et autres, oui. permettez-moi, sur cette question-là de la langue, Oui. de ce point de vue, même si on envoie des gens qui sont d'expression anglaise, Voilà. ce n'est pas Ce n'est pas l'anglais la qu'on nous panacée. parle. Je regrette de vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai fait de nombreuses missions. Moi, je suis pas un sociologue de bureau. J'ai fait de nombreuses missions dans le fin fond du Cameroun, et que ce soit les Equiliwindi dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, après les Mbengui, jusqu'à l'Intermarket et tout le reste. Quand vous commencez à parler votre grammaire, vous entendez une vieille maman ou un jeune homme qui vous dit « Anodia mi grammaire » et qui demande à quelqu'un qui va faire la transaction. Donc, de ce point de vue-là, il y a des choses qu'il va falloir construire pour véritablement avoir la bonne solution et ne pas les prendre au premier degré. Je voulais jeter en disant donc, pour moi, la clé de l'affaire, c'est le président. Il a dit également dans le discours du 10 février, et là, ça a un peu révélé son état d'esprit, que lui, le président, a procédé à des consultations. Il a dit, lui, personnellement, il a procédé à des consultations, certainement dans le secret de son palais ou ailleurs. Alors, nous, ce que nous attendons, c'est la solution à cette crise. Carol, I would like to Et ask him a que ce question. soit, I want to ask him. que ce soit la mission des États-Unis, des Nations Unies qui a séjourné ici à un moment donné et qui s'est réunie là avec quelques acteurs, que ce soit le consortium, que ce soit la Commission des droits de l'homme et des libertés, que ce soit les chefs traditionnels, que ce soit la Oui, conférence tout le monde. épiscopale. Oui. Il a déjà tout ce matériau-là sur sa table et c'est à lui de prendre la bonne décision par rapport à l'héritage qu'il veut Merci, laisser. je permets que le But rapport just to vous follow intervienne you sur up, quelque chose. yes, he has all this information and he has taken 2 decisions. Decision number 1, he says the form of the state is not negotiable. He said Première so. chose, oui. Decision number 2, he said the secessionist is attacking. Do you see good faith? I don't. Non, je voulais signaler 2 choses pour finir. L'honorable m'a parlé, c'est fini. Je pense que le président a dit 2 choses. Peut-être une chose, mais il y a une deuxième chose. La première chose, c'est que la question du fédéralisme n'est pas négociable. La deuxième chose, la forme de l'État, je veux dire. La deuxième chose, But that's where the problem la deuxième is, chose the qui est form de l'État. manifestement non dit, c'est que le débat sur l'alternance n'est pas le bienvenu. Le débat sur l'alternance n'est pas le bienvenu. Or, on a tendance à lire les deux. Il y en a même qui pensent que c'est si le président part. Honorable Combat said the debate is permanent. Non, honorable. You know, discussion. Pardon, terminez parce que Gaston Combat va avoir la parole. Il y en a même qui pensent Sorry, la parole. que le fait de lier les deux, c'est-à-dire que, et c'est ça qui a fait sortir des seconds le pouvoir par rapport à la sortie de l'ambassade des États-Unis. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que, et certainement à tort, il y en a qui pensent que
si le président Biya quitte le pouvoir, la crise anglophone va directement trouver une solution. Ça, c'est faux. Comparant une C'est faux. Ce n'est pas possible. Lorsque Claude Abbé et Yannick vous rappellent les racines de cette affaire, ce n'est pas une affaire du président au pouvoir ou pas. C'est ça donc qui redit manifestement la position du pouvoir, parce que les deux, on lit les deux. Gaston Komba, vous avez parlé d'un dialogue permanent et des éléments sur ce plateau nous font croire que vous êtes, je ne dis pas vous, mais le pouvoir en place est quelque peu réfractaire à un type de pouvoir que les autres forces vives voudraient bien voir. Mais il faut assumer. Je vais dire trois. Bon, vous allez m'accorder un peu de temps d'antenne. C'est pas grave. Un peu pour équilibrer un peu. Non, moi je ne suis d'aucun côté. Personne ne contre le NDPC. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit de ne pas vous laisser embarquer par l'honorable Gaston Komba. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Allez-y. C'est un manipulateur. Je ne pas laisser parler à NDPC ici. Nous sommes ici en parlementaire. Exactement. Donc, voilà. Le député de la nation. Je vais dire 4 choses. Oui. La première, c'est que le chef de l'État, quand il est élu, il prête serment. Et dans son serment, il jure de respecter les lois, la Constitution et les lois de la République et de veiller sur l'intégrité Du territoire. territoriale. Et si vous poussez le président de la République à discuter des questions sur c'est-à-dire que l'unité et l'intégrité de la nation. Personne ne veut discuter de l'intégrité. S'il vous plaît. Pardon, Personne vous allez lui répondre. Ça, c'est Ça non veut dire que vous négociable. l'amenez à violer son Vous allez lui serment. répondre tout à l'heure, je vous en That's prie. false. Ça, c'est le premier élément. Yeah. Le deuxième, la deuxième chose que je voulais dire, mon collègue a dit tout à l'heure qu'on est passé de la force d'argument à L'argument de la force. l'argument de la force. Nous constatons tous que le dialogue aujourd'hui ne se fait plus dans la sérénité et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Il n'y a même pas de dialogue. Il ne peut pas se faire dans la sérénité parce qu'il y a une pression des groupes armés sur ceux des leaders, ceux des populations, quand je dis leaders ou élus, qui auraient pu de manière sereine participer à des cadres de concertation. Mais il y a la pression des groupes armés qui 57 ans, 57 ans de force d'argument. Ça va pas, vas-y. Je te laisse parler. Pendant ces 10 minutes. Oui, parler. Voilà. Non, pas 10 minutes quand même. Non, un peu plus même d'ailleurs. Non. Donc aujourd'hui, il y a ces situations, il n'y a plus de... La sérénité est perdue dans le dialogue. Même ceux, les leaders d'opinion, les élus et autres qui pouvaient participer de manière objective à ce dialogue, aujourd'hui, il est difficile qu'ils y aillent avec beaucoup d'objectivité parce que derrière... Moi, je peux y aller avec objectivité. Non. Je parle de... Moi, je peux y aller avec objectivité. Je parle des idées de la région nord et du sud. S'il termine et qu'on avance, pardon, je vous en prie. Donc il y a véritablement cette pression qui est perceptible, qui est visible. Nous discutons avec c'est bien compris, nos collègues. Le deuxième élément qui a trait au dialogue aussi, quand vous avez posé la question de savoir avec qui on va dialoguer, personne ici n'a pu vous donner... Non, elle ne m'a pas posé. Si elle m'avait posé, moi j'aurais pu vous le dire. Jusqu'à l'état de la discussion. On peut le dire. Jusqu'à l'état de la discussion. Oui. Il a posé la question à Sénégal. Oui. Vous avez non, on n'a pas posé la question. Non, il faut nous donner l'élément de réponse et on avance. Et tout à l'heure, j'ai bien entendu mon collègue dire ok, il y aura d'un côté le gouvernement et de l'autre côté, ils vont s'organiser pour savoir avec qui dialoguer. Mais vous ne pouvez pas aller dans un dialogue en disant que les gens vous disent que de l'autre côté, on va s'organiser pour voir avec qui vous dialoguez. Vous devez savoir avec qui vous dialoguez. On ne va pas à un dialogue à l'aveuglette. Mais il a rappelé la situation de il s'était organisé pour dialoguer. Effectivement. Oui, ils ont dit qu'ils vont s'organiser. Mais vous n'allez pas à un dialogue sans savoir avec qui vous êtes en face. Tout à l'heure, on parlait de mariage. Mais vous n'épousez pas une femme sans savoir quelle est la femme que vous épousez. Même si elle est voilée dans un pagne. Voilà. Mais au moins, vous voyez ses formes. Tout à fait. Au moins, vous voyez ses formes. Et vous écoutez sa voix. Donc, ça aussi, c'est terminé.
Et je voudrais dire... Il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la parole après, donc terminer. Vous voyez, chaque fois Carole m'interrompt, alors que... Non, mais les LDP, et je l'ai dit tout à l'heure, que je suis sûr que chaque fois que je voudrais intervenir, vous avez parlé de 4 interrompu. arguments. On en est au 3e, Gaston Komba. Je vous en prie. Et je sais dire qu'il faut qu'on sache que quand on regarde le Cameroun à partir du bureau présidentiel et qu'on le regarde à partir de ce plateau, on a deux perceptions. Parce que d'un côté, véritablement, on a toutes les, comme le rappelait Georges, on a tous les éléments d'information qui nous permettent d'avoir une appréciation beaucoup plus différente de ce que nous avons. Nous avons des vues parcellaires. Et je pense qu'on ne peut pas dire que le président Paul Biya n'est pas pour le dialogue. Il a rappelé. Il fuit le dialogue. Non, il ne fuit pas le dialogue. Il a compris depuis quand? Pas du tout. Et je voudrais terminer en rappelant un peu une pensée de Birago Diop, comme on a universitaire ici. On dit souvent, quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ne rapporte que le fagot qui lui convient. Je crois que, oui, c'est bien de parler du Cameroun 116, 72 et autres. Mais n'oubliez quand même pas qu'il y a un Cameroun allemand qui était avec, comment on dit, 750 000 km², qui est devenu un territoire avec 475 000 carrés, où il y avait, comment dire, un Cameroun continu qui n'avait pas l'anglais et le français. Ça aussi, il faut le dire. C'est un élément important. Il faut le dire. Il ne faut pas commencer l'histoire à mi-chemin. Donc, entre-temps, quand on évolue, même dans un mariage, il y a des choses qui changent. Donc, et on ne peut pas simplement se limiter au fait, c'est-à-dire dire le mariage a commencé à telle année, il faut dire il a commencé à telle année. Il ne faut pas commencer à parler du mariage quand on est à mi-parcours du mariage. Je crois que le problème que nous avons, et peut-être en termes de solution, c'est que ceux qui ont eu en charge d'implémenter véritablement la gestion de l'État au départ, on n'a pas pensé à aller véritablement à ce que j'appellerais, ce qui explique cette réclamation, à un bilinguisme intégral, c'est-à-dire qui permette véritablement qu'on ne se sente pas camerounais anglophone, camerounais francophone. Mais on a appliqué, tout simplement. Je crois qu'on a appliqué simplement ce qu'on appelle le ratio de pourcentage en termes de population pour faire le bilinguisme. Or, si on était allé vers le bilinguisme intégral, on n'aurait véritablement pas aujourd'hui ce sentiment qu'on est Camerounais francophone, on est Camerounais anglophone. Merci. Et ça, je pense que c'est une voie qu'il faut explorer pour l'avenir de notre pays, pour les futures générations. On est entré dans les solutions maintenant. Carole, avant peut-être, à Sokmo, si vous me permettez. C'est-à-dire, parce que vous étiez là sur qui va participer au débat ou au dialogue. De mon point de vue, il faut d'abord pouvoir décider de la formule du dialogue. Et là-dessus, j'ai entendu l'honorable Fobi Tinda parler de ils vont décider de leur côté et le gouvernement sera d'un côté. Je suis désolé, si on part dans un échange frontal, ça ne va rien produire. C'est-à-dire qu'on va se trouver probablement avec une affaire qui ressemble à la tripartite des années 80. Oui, et qui, on sait là où ça a conduit la démocratisation camerounaise aujourd'hui. Donc, de mon point de vue, il faut éviter les démarches frontales. Pour une raison fort simple, c'est en allant dans les démarches apaisées qu'on peut effectivement arriver à savoir qui peut participer à ce débat ou non. Et de mon point de vue, on peut avoir une structure qui s'abreuve davantage dans la palabre africaine, mais aussi et surtout dans les formules de justice et réconciliation qu'on a très souvent vu faire ailleurs. Ça fait qu'au fond, on n'a pas d'un côté des anglophones et de l'autre des francophones, mais on n'a que des Camerounais qui viennent discuter de ce que le Cameroun va devoir être. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à monsieur, à l'honorable Gaston Komba, que
je comprends bien que un certain nombre de grosses gueules telles que nous autres, on nous écoute pas très souvent. Mais en réalité, on peut être utile. On peut être utile lorsque le feu brûle dans la maison comme ceci. Et dès qu'on aura cette formule-là, de part et d'autre, on a un certain nombre de personnalités qui ont une légitimité traditionnelle avérée. Il y a d'autres qui ont une légitimité historique avérée. Il y a d'autres qui ont une légitimité moderne avérée. Et on peut appeler des médiateurs? Oui, non. Qui peuvent être des participants qu'on va choisir là-dedans. Et on a des gens qui ont une légitimité symbolique avérée, dont l'objectivité dans ce pays est démontrée. Et ça là, il faut même pas aller de midi à 14h. Si on se mettait à citer ici, on aurait des noms à l'appel. On sait qu'avec celui-ci, on ne peut pas transiger. Et dont l'intégrité est connue, qui peuvent être les médiateurs pour écouter, justement faire partie de cette instance. Je réponds No, my problem is not the list. My problem is not the list. Will be present for the debate if you want. You have elected officials. They are elected by the people. They are normal. You have the chiefs. Yes, the chiefs are, of course. Normal. They got traditional legitimacy. And this is where I will surprise you. The leaders of the current armed forces, those who are actually fighting, cannot be there. They must be there. No, in my point of view, they cannot be there. They are part of problem. No, they are part of problem. They are Cameroonians. Those who are taking arms against our nation are the part of the problem. No, in my point of view, they cannot be the part of solution. Let me remind you. They cannot be the part of solution. No, in my point of view, no. Well, you wanted the list, I'll give it to you. All right. Ceux qui ont pris les armes contre le pays. They cannot be the part of solution. They cannot be the part of solution. Okay. The historian you are. The historian. I am sociologist. I will give you three. I am sociologist. I will give you three names, and remember this. The first name I'll give you is Nelson Mandela. Yes. Douala Mangabel, Martin Paul Samba. They were all declared like you, that they couldn't take part. Yes. History has reinstated them. Right? Ils avaient pris les armes. Non, ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont justement pas pris les armes. Ils n'ont pas pris les armes. Même Nelson Mandela n'a jamais pris les armes. Il n'a pas pris les armes. Revisitez l'histoire de Mandela. Ils se sont opposés par les arguments. Pas des arguments. Pas des arguments. Non. Oui. Ils se sont opposés par des arguments. D'accord, ok, monsieur. Mandela did. I'm sorry. No. He did. No. I can show you his picture. Read again. I will show you history of Mandela. Carole, n'ont pas pris les armes. Carole, si je peux dire en termes d'arguments. Je voudrais me rassurer, s'il vous plaît, je voudrais me rassurer. Est-ce que l'ANC n'a pas pris les armes contre l'ANC avait une version militaire. Même Mandela n'a jamais été dans cette version combattante-là. C'était des gens qui avaient les arguments, leur force, et c'était l'argumentation. C'est ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas avoir pris les armes et puis demain on vient vous dire qu'on va négocier. Vous négociez avec les armes. Véritablement, on doit discuter avec ceux qui n'ont jamais pris les armes. Quitte à ce que maintenant, ceux qui sont en train de discuter puissent proposer qu'il y ait une amnistie pour revenir à la réconciliation nationale. Voilà. Donc, mais cela ne doit véritablement pas participer. Comment? Permettez-moi, la discussion qui oppose certains panélistes sur ce plateau me rappelle l'une des propositions des anglophones. C'est à dessein si dans les recommandations on a demandé la clarification du sens de sécessionniste. Terroriste. La loi a répondu à ça. Non, la loi, justement. Pourquoi? Permettez-moi. Oui, voilà. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont pour la sécession doivent venir à la table du dialogue. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un, à un moment donné, a manifesté sa revendication avec la force qui cesse d'être camerounais. Non, on n'a pas dit qu'il n'était pas camerounais. Voilà. Mais il ne peut pas être partie de la solution. Laissez-moi terminer. J'ai envie de dire... Avec une arme à main, tu viens discuter avec moi. Quelle est la discussion que j'aurai avec un homme qui a l'arme à main? Laissez-moi terminer. Est-ce que je peux parler honorable? Est-ce que je peux parler honorable? Les armes. On écoute les arguments de et on continue. Après l'indépendance en 60, il y a des Camerounais qui ont pris les armes contre le nouvel État indépendant dans ce pays, qui des années plus tard
ont été réhabilités dans une loi. Ils n'ont pas pris les armes contre Ils ont pris des armes contre l'État indépendant. Non. Oui. Ils ont pris Ce sont des contre un Camerounais. régime. Le régime, c'était l'État. Non. Non. Il y a des Camerounais UPCistes qui ont pris des armes au lendemain de l'indépendance. Contre l'État? Non, pas contre l'État. Pas contre l'État. Non, pas contre l'État. Contre le pouvoir. Non, contre le pouvoir. Mais le pouvoir contre l'État. Non, attendez. Le pouvoir n'est pas l'État. Attendez, professeur. Permettez-moi de parler. Terminez, on va faire un dernier tour sur les solutions parce qu'on a Permettez-moi de parler. Quand des Camerounais prennent des armes contre des personnes qui incarnent les institutions du nouvel État indépendant, c'est difficile de dire qu'ils n'ont pas pris les armes contre l'État. Surtout qu'à l'époque, ces Camerounais ont été traités de terroristes. De la même manière que ceux d'aujourd'hui. Les Wandis ont été traités de terroristes dans ce pays. Oui. Et tous les autres. Attendez. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais finir. Donc, attendez. Merci. Finissez sur cette question. Parce qu'on va avancer. Maintenant, honorable. Il faut avoir Laissez-moi parler, honorable. Maintenant, l'Afrique du Sud. Il y a des points. Il y a des points. Je vous enlever la parole. Pour terminer, il y a des points critiques dans ces revendications-là, sur lesquels il faut rester pour détendre l'atmosphère. Les revendications n'ont pas le même niveau. Moi, je pense qu'à partir du moment où, à un moment donné, ceux qui incarnent le pouvoir peuvent descendre de leur piédestal. Moi, j'ai vu au Canada le Premier ministre Justin Trudeau qui a demandé pardon à une communauté parce que par le passé, cette communauté-là a subi des problèmes, qui a été écrasé dans l'État, a demandé ça. C'est ça que je parle de vérité et de Deuxième chose, il y a des points sur lesquels il faut accepter de discuter. Lever cette affaire de tabou sur la forme de l'État. Ça va créer un climat de détente. Jusqu'ici, on n'arrive pas encore à avoir la confiance parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on peut parler de tout sauf d'eux. C'est nous qui déterminons ce sur quoi on peut discuter. Jean-Alain Boyomo, je voudrais, pour terminer, puisqu'on est dans la dernière partie de ce sujet, peut-être questionner avec vous l'opportunité de la communication autour de communiqué final qui porte les propositions de cette population rencontrée à Bamenda. Le même communiqué dit qu'il y avait déjà eu une opération similaire dans la région du sud-ouest et dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Pourquoi cette fois-ci je pense que c'est porté à la place publique? Il faut effectivement psychanalyser cette fuite. Le contexte est tel que la pression internationale sur le Cameroun est plus importante. On a vu même des articles dans le Washington Post qui parlent de la crise anglophone. Ça veut dire que la pression monte sur le régime. Maintenant, d'où vient la fuite? La fuite peut procéder du travail d'investigation du journaliste. Mais cet argument-là est court. La fuite peut également venir de ceux qui ont organisé cette instance, ce conclave, afin de prendre dans l'opinion à témoin. Nous, on a fait notre travail. La commission elle-même. Le gouvernement même également, c'est-à-dire le pouvoir. Pour dire, voilà ce que nos frères anglophones veulent et autres, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, je pense que ce sont des sources possibles de la fuite. Il a parlé de pardon tout à l'heure. Je pense que dans ces revendications-là, les anglophones dénoncent l'arrogance de certains acteurs. Et bien, dans un cadre indiqué, ces acteurs-là peuvent effectivement demander pardon. Maintenant, l'argument de... Pourquoi le président ne peut pas demander pardon? Le président vient de dire pardon. Ben oui, je prends notre point, c'est-à-dire sur le dialogue qui ne peut pas se tenir en temps de guerre. Non, ce n'est pas possible. On a vu ça dans d'autres pays. Si je prends uniquement le cas de la Côte d'Ivoire, où le pays était coupé en deux, on n'a même pas encore atteint le stade où le pays est coupé en deux. Il y avait les assises de Marcoussis et ainsi de suite. Donc, pendant que la guerre se fait, on peut effectivement dialoguer. Maintenant, moi, j'insiste sur la forme de dialogue voulue par le président. Le président, manifestement, n'est pas pour un dialogue. Voilà, c'est-à-dire qu'un grand ou un vaste débat. Comme dans les années 90. La suite a donné quoi? La suite a donné quoi en 90? Il y a eu la tripartite. Jusqu'à ce jour, certaines dispositions dont la tripartite a accouché ne sont pas appliquées. Ça veut dire qu'on peut effectivement dialoguer, mais si les recommandations, les conclusions ne sont pas appliquées, on va pas avancer. Ça veut dire que l'homme qui doit décider de cette affaire, qu'il y ait dialogue ou pas,
c'est le président de la République. Merci. Et il doit prendre effectivement conscience de la situation s'il veut léguer quelque chose de positif à ce pays. Je viens à vous par... Est-ce que la Commission a un moyen de pression sur le pouvoir ou un moyen de manœuvrer pour que ces recommandations soient prises en compte au-delà de ce que le texte même qui l'organise le limite déjà? Est-ce qu'il y a des lobbies qui peuvent être faits pour que ces recommandations soient prises en compte par le président? Il faut que vous précisez bien que c'est des préoccupations qui ont été posées. Bien sûr, c'est des préoccupations. Elles ne se sont peut-être pas encore transformées en termes de propositions, de recommandations. Oui, parce que la Commission à elle seule même ne saurait même, par rapport à toutes ces 18 propositions, faire à elle seule des recommandations, parce que ça implique beaucoup d'acteurs. Comme on disait aujourd'hui, il y a le champ politique, le champ institutionnel, le champ économique, le champ social. Donc, véritablement, bon, parler de pression, la Commission c'est un instrument du gouvernement, des pouvoirs publics qui est là pour adresser une préoccupation et lui faire des propositions pour trouver des solutions. Ce que je voudrais qu'on évite, vous savez, aujourd'hui, notre pays souffre véritablement d'un réel problème aujourd'hui qui risque à entraîner notre pays vers son éclatement. C'est cette forme de populisme exacerbé, c'est-à-dire que pour chaque chose, on fait des propositions qui sont même parfois irréalistes et irréalisables, que certains eux-mêmes, que les leaders politiques et autres, que eux-mêmes seraient incapables d'appliquer. Donc, c'est la surenchère peut-être. Même si on a un surenchère, il y a ce qu'on appelle un minimum qu'il faut conserver. Parce que c'est ça. Si c'est pour le bien du Cameroun honorable, moi je ne vois pas le problème. Il y a un état d'esprit. De ne pas donner un coup de pied dans ce qu'on appelle le socle du vivre ensemble. Merci. Il y a des gens qui pensent que si on donne certaines revendications, ils vont perdre. Je peux vous donner la parole parce qu'on est à 2 minutes de terminer. Vous permettez que les autres membres du panel concluent. Vous avez fait des propositions pour ça, Claude Abbé. Vous pouvez en partager 2 avec nous. La première, et je vais prendre les 2 choses essentielles. S'il vous plaît. La première, c'est qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Oui, ça a il n'y ait pas de sujet tabou. Oui. Et que les gens soient, qui est complémentaire à cela, que les gens soient prêts à abandonner leur position de départ. C'est ça le sens d'une négociation. Deuxième proposition qui me semble forte là. Parce que ce qui se discute au fond, c'est l'idée d'un contrat social. D'un nouveau contrat social qui sort du modèle de l'État jacobin. Et j'ai appelé cela un contrat social qui est fondé sur la citoyenneté cosmopolitique. Qu'est-ce que j'entends par citoyenneté cosmopolitique? Qui va plus loin que le multiculturalisme. C'est-à-dire que on peut se revendiquer d'être un Eton, un Béti, un francophone ou un Bakweri et un anglophone tout en étant camerounais. C'est-à-dire qu'on reconnaisse ces divers éléments-là. Il y a déjà de premiers jet, mais qui demande aujourd'hui à être formalisé pour qu'il y ait quelque chose de bon là-dedans. Simon Fobic, là je termine par vous. S'il y avait des choses à prendre en compte pour que la situation évolue, parce qu'on le dit bien, pendant que les recommandations ou les populations sont entendues, il y a quand même que la situation de tension perdure sur le terrain, il y a des morts au quotidien. S'il y avait des choses à prendre en compte, ce serait quoi? I will just talk to 2. The first is that there should be an immediate ceasefire on both sides and amnesty for those who have been arrested or whatever. That's the first thing. But the second thing, which is far more important, is that the changes we are looking for are statutory changes to the Constitution. We are not looking for discretionary changes that Mr. Bier will say, I'm appointing this person to ENAM today, or no, we want statutory changes so that tomorrow the children will know this is how they evolve. Des choses durables. Exactly. It's very important that when you sit down, if we have to go to a federal state or unitary state, it becomes statutory.
We don't want any discretions from Mr. Biya. He's already shown in 36 years that he doesn't like us. Merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, il faut rappeler que cette semaine, l'UNESCO, l'UNICEF, Georges-Alain Boyomo l'a déjà dit, et plusieurs organisations du système des Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu dans ces zones du Cameroun parce que la situation devient de plus en plus préoccupante sur le terrain. On va prendre une transition et on vous revient juste avec le deuxième sujet inscrit au débat ce dimanche sur Canal Presse. A tout de suite. Le Parlement est de nouveau en session depuis le 7 juin. Vous avez déjà entendu parler de cela puisque la presse en a rendu compte, notamment de la rentrée. Gaston Komba, est-ce que vous avez déjà le menu de votre mois de travaux en commission, de plénière, des questions orales? Vous savez déjà comment vous allez vous occuper en juin? Bon, il faut déjà dire que, de par le règlement intérieur, tous les vendredis sont consacrés aux questions orales au gouvernement. Il y a une séance plénière de dépôt de textes demain à l'Assemblée. Je crois qu'il y a une série de textes qui vont être déposés demain à l'Assemblée. Et le travail d'examen en commission commencera probablement mardi. Simon Fobin-Chinda, le SDF avait initié à la dernière session une opération de blocus pour réclamer justement l'inscription de la question de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au menu des débats, et on a bien vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous allez réessayer cette fois-ci? Before I answer your question, let me remind you that the Anglophone crisis is pertinent, it's heavy, it's weighing on all of us, and we must find all ways to find a solution. I'm not going to tell you what the SDF strategy is, obviously, because if I tell you that, I have my colleagues here. C'est ce dont vous avez parlé au NEC hier. Vous avez parlé de ça au NEC hier à Then you're Yaoundé. looking for the answer again, I won't tell you. Please, it is serious. Oui. More than 2,000 people have died, and they are dying as I'm talking to you, on both sides, soldiers as citizens. We cannot sit in a country and see our own brothers going, because tomorrow it can be you or me. Exactly. So please, it is serious. And the National Assembly, the elected members and the head of state are the two holders of sovereignty in this country. And if there's an answer, it should come from those two. Alors, Georges Alain, il dit que la question est très importante, elle est préoccupante, il y a déjà des centaines de morts sur le terrain, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir un débat sur cette question à l'Assemblée nationale, ou tout au moins dans le Parlement? Non, ce n'est même plus au niveau du Parlement. Je pense qu'on a fait, vous avez vu, il y a eu tout un débat ici qui montre que cette question déborde déjà du cadre du Parlement. C'est-à-dire, s'il y a des questions orales sur ça, et on envoie peut-être le Premier ministre ou le ministre de la Défense répondre, qu'est-ce que ça va changer fondamentalement? La question doit être prise en compte à un niveau plus élevé. Je pense que c'est ça qui était l'objet du premier panel. Maintenant, ça me rassure quand l'honorable Fobitin a dit qu'il ne dévoile pas le plan. La stratégie du SDF. Parce qu'il y en a une. Nous, de la presse, vous avez vu les articles qu'on a commis sur l'opération Blocus. On était tout à fait d'accord qu'à un moment donné, il faut inscrire cette question à l'ordre du jour. Mais nous ne sommes pas d'accord avec des gens qui prennent des armes contre la République. Et donc, le SDF peut continuer à manifester dans le cadre des institutions républicaines. Ça ne sera pas du tout gênant. Maintenant, je trouve, j'ai vu l'agenda du député Komba tout à l'heure par rapport à l'agenda du Parlement. C'est clair que l'agenda est imposé par l'exécutif. Ils attendent là comme des élèves. Je peux pas dévoiler au micro les projets de loi. Non, peut-être une proposition de loi, pourquoi pas? Mais une proposition de loi, mais comme vous ne voulez pas de proposition de loi, il faut que ce soit officialisé à travers la réunion. Non, le projet de loi. Oui, j'ai pas de projet de loi. Vous attendez de manière assidue. Il faut qu'on respecte la procédure, que ça passe au niveau du bureau. Et je vais pas venir dire, mais nous, je peux vous dire que nous connaissons quels sont les projets de loi qui vont être déposés à la table du bureau de l'Assemblée, mais on ne va pas le dire ici tant que ce n'est pas officialisé. On attend ces projets de loi. De toute façon, c'est une session qui se déroule sous le spectre de la convocation du corps électoral. Si le 21 juin, au plus tard, le corps électoral est convoqué, vos projets de loi risquent d'être remis à une session, je sais quand. Donc, peut-être que vous nous cachez ou non, on le saura. Donc, de toute façon. Merci, Jean-Alain. Voilà. À son mot, justement, on en vient à cette chape de plomb, on va le dire comme ça, puisqu'il se dit que les députés sont plus préoccupés par la question du renouvellement de leur mandat et donc du calendrier électoral que de ce qui va vraiment se passer. Ils le diront tout à l'heure, mais est-ce que vous le ressentez lorsque vous côtoyez ces parlementaires?
Naturellement, ils ne peuvent pas commencer cette session avec le même état d'esprit que lors des sessions parlementaires précédentes, parce qu'il y a une actualité. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Ce que les deux parlementaires ont dit montre bien que le Parlement en tant qu'institution, je ne parle pas des individus, le Parlement en tant qu'institution, il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien. Je dis bien en tant qu'institution, je parle pas. Il y a des individus qui peuvent mener des actions comme le SDF, mais maintenant le Parlement en tant qu'institution, moi je n'entends pas grand-chose. Pour vous dire la vérité, les journalistes à un moment donné, ça commence à donner l'impression que c'est de la routine, c'est lassant, il n'y a rien qui il n'y a pas quelque chose de véritablement fort qui puisse émaner de l'institution parlementaire. Merci. Permettez que les parlementaires réagissent. Pour ça, Claude Abbé, vous allez conclure cette fois. I am very surprised that what is the origin of that? Non, ça c'est autre chose. Pardon. This is another question. No, I'm coming. It's very honorable. This is another question. On parle des parlementaires. What is happening is that you allow an electoral process that sends an obese majority to parliament, and you cannot control it anymore. Now, you are right. Begin with a good electoral process, and you will see the majority of the CPDM drop. Yes. And you will now have a parliament where there will be debate. Yes, but now it's not the case. I'm certain. Nous autres, nous attendons par exemple que la question du code électoral soit posée lors de cette session. Depuis des années, on l'attend, on le fait Which I pas. expect on the table of the National Assembly, which my colleague obviously didn't want to say, is that we don't expect elections to take place while the country is at war. There is a war going on, all right? And if you notice the conditions under which the senatorials took place, it was deplorable. There are places where voting never even took place, or where you displace voters to another area. So the first responsibility is to bring peace before you can talk of any voting. Alors pour ça, Claude Abbé, le mot est sorti. Il ne faut pas qu'il y ait élection tant qu'il y a cette chape d'insécurité qui subsiste dans des régions du pays. Simon Fobi-Chinda l'a dit. Est-ce que cela change la perception qu'on a de cette session parlementaire qui devrait être une session de fin de mandat si on s'en tient au calendrier électoral, mais où il se trouve quand même qu'il y a des problèmes qui peuvent amener à un ajournement de ce calendrier? Est-ce que c'est justifié dans l'état d'esprit? Si on ne s'en tient qu'au travail parlementaire, je ne vois pas pourquoi il faille proroger le bail de ces parlementaires-là qui, ça, j'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites. Et j'estime également que vous gagnez de l'argent gratuitement pour du peuple camerounais, parce que dans la mesure où vous êtes très peu employés, vous êtes Ça n'engage que vous. Non, vous êtes des gens en congé permanent. En réalité, il faut le dire. Ailleurs, les gens ont un parlement qui fonctionne pratiquement 9 mois sur 12. Au Cameroun, on a des gens qui... 3 mois. Un mois tous les 3 non, mois. en principe, 1 mois tous les 3 mois. Mais en réalité, quand vous regardez, vous allez au Parlement. Il m'arrive des moments d'aller faire un tour par là lorsque je suis invité pour 1 ou 2 choses à faire, une communication. Vous vous rendez bien compte que le Parlement est vide. Parce que la plupart des gens ont donné des procurations et puis sont allés se balader ailleurs. Pourtant, ils touchent à leur argent. C'est-à-dire, ils mangent avec l'argent du contribuable camerounais. Et ça, ce n'est pas une affaire qu'il faut raconter. C'est un regard, une observation objective de sociologue. Donc, de ce point de vue-là, il ne s'agit pas de me dire ça n'engage que moi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, de mon point de vue, l'erreur qui serait ici, et qui est une perche très mal tendue pour les institutions de la République. Je ne veux pas dire le pouvoir en place, c'est d'accepter de proroger les mandats. Arrêtons cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a aujourd'hui un certain nombre d'entrepreneurs de l'insécurité qui justement veulent prendre le Cameroun en otage. En disant partout que rien ne marche ici, rien ne marche là, rien ne marche là. Laissons les institutions. Et quand on aura laissé les institutions telles quelles, on va tomber dans un saut qui, en réalité, qui est un saut dans le vide. Où
personne ne sera plus ni légalement en poste, ni légitimement en poste. Et donc, de mon point de vue, c'est vraiment, et là, ça n'engage effectivement que le pauvre citoyen que je suis. Et il vaut mieux que ces élections-là aient lieu. Et que si on doit vous donner votre mandat de vacances permanentes, qu'on vous redonne un autre mandat, mais que ce soit légal. Oui, que ce soit légal. Phobi va réagir. Vous êtes des députés en vacances permanentes. Je vais dire 3 choses en espérant que je ne serai pas encore interrompu par... on a 10 minutes pour terminer, donc du coup... La première, je dis, c'est dommage. C'est dommage qu'au niveau de la presse et la société civile, qu'on ait eu si mauvaise perception et connaissance du Parlement. Ça, je pense que l'une des choses que je proposais certainement, c'est que on est peut-être une rencontre, une rencontre d'échange avec avec des plateformes permanentes, pour pouvoir discuter, discuter certainement des questions qui concernent le fonctionnement du Parlement. C'est noté. Ce n'est pas parce que on siège 3 mois. C'est un choix que le Cameroun a fait. D'autres pays ont fait le choix de siéger 9 mois, comme en France, d'autres 6 mois, d'autres 4 mois. Mais vous ne pouvez pas me dire que quand un parlementaire n'est pas en session, il ne travaille pas. Ça, c'est archi faux. Il travaille pour contrôler l'action. Attendez, je peux finir? Pardon. Il travaille pour. On ne vous voit pas sur le terrain, là. Je ne vous ai pas interrompu. Maintenant, ça dépend de chacun. Moi, je viens de faire pratiquement 1 mois sur le terrain. Je le fais de manière régulière, comme ça. Je n'ai pas besoin de le dire au niveau de faits de médias, mais descendre sur le terrain ne sont pas du tout médias, parce que j'estime que c'est mon travail. Non, ça ne doit pas être individuel. C'est-à-dire que la loi devrait vous imposer une utilisation de votre temps. Mais vous êtes des salariés. Le qualitatif a été globalisant. On a bien dit, on a dit en tant qu'institution, pas des individus. Laissez-lui le temps de répondre à vos questions. Mais il prend l'individu. Il prend l'individu. Je suis seul contre 4 sur le plateau là. Et il y a la société civile qui a l'opposition. Mais vous savez, allons-y. Il nous reste 9 minutes. Et puis quand le professeur Kolabé dit qu'il va à l'Assemblée, c'est vide, il y a des tas de procurations. Mais c'est vrai. J'y ai été invité plus d'une fois à faire des communications. C'est vrai. L'autre député va réagir. Quelle que soit la décision qui est prise, celle d'aller aux élections, quand il se cogne pas des talons sur la tête, le mandat, je peux vous dire que nous, en tant que parlementaires, on est préparés à cela. Mais ce que nous ne pouvons pas admettre qu'on dise, c'est que s'il y a prorogation, ça veut dire que les élus ne sont ni légitimes ni légaux, parce que la loi le prévoit. Oui, la loi le prévoit. La Constitution le prévoit. Oui, tout à fait. L'article 15 est clair. Tout à fait. L'article 15 de la Constitution. Oui. En cas de crise grave, on peut proroger ou abroger un mandat. Donc on ne dit pas qu'il y a une absence de légitimité. Je vous vois venir. Vous voulez prolonger votre saison. Si vous lui donnez 2 minutes, il va vous I want to ask you a question before I continue. Yes. The question is simple. When you went to the assembly to verify whether they were parliamentarians, if I had come to your classroom, would I have found you? Yes. Oh, so you have 2 bodies? Yes. Non, il dit que lorsque vous êtes à l'Assemblée en train de vérifier que les députés travaillent, vous n'êtes pas dans votre salle de classe. Non. Sa question est mal posée. Non, permettez-moi. Votre question. Non, vous m'avez posé la question, non? Non, vous n'avez pas la réponse. La question est mal posée. Sauf que dans mon métier, quand je n'enseigne pas, je fais la recherche. Merci, monsieur. C'est pas la même chose pour vous. Dans le métier des députés, non. Quand il n'est pas à l'Assemblée, vous consultez les populations quand voilà. Dans quel ministère? Pour chercher les marchés. Oui, c'est ça qui est question. Pour chercher les marchés. Alors, si on faisait un exercice de faire un bilan de cette mandature qui s'achève, à son mot, je commence par vous. Le travail des députés, on le récite, contrôler l'action du gouvernement et légiférer. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui vous aurait marqué dans cette mandature? Il a dit dès le départ qu'il n'y a rien à attendre. J'ai bien dit. Je parle du bilan, je parle du bilan. Permettez-moi de repréciser. 2013, 2018, qu'est-ce qu'on retient? Permettez-moi de repréciser. Le Parlement en tant qu'institution
se retrouve dans un système qui ne lui permet pas de travailler. Honorable Combat, ce n'est peut-être pas votre faute. Mais vous êtes dans ce Parlement. Donc vous ne retenez rien de cette mandature? Non, non, je n'ai pas fini. Parce qu'on n'a plus de temps. Là, voilà, maintenant, il y a eu une occasion historique pour le Parlement, véritablement, de se faire, de marquer son empreinte. C'était la crise dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Aujourd'hui, peut-être, on n'est plus, comme Georges Alain disait, on a dépassé le cadre du Parlement, mais il y a eu un moment historique où le Parlement pouvait prendre ses responsabilités et mettre l'exécutif au pas et lui demander de prendre véritablement des résolutions. Ça n'a pas été fait. Au point où on a poussé le SDF à son corps défendant à lancer l'opération Blocus qui a été sabordée par d'autres députés de la majorité présidentielle. Il faut le reconnaître. Donc, voilà, quelles sont les véritables actions politiques que le Parlement, en tant qu'institution, je le répète. Vous pensez que le travail du Parlement, c'est seulement l'action politique? Il y a aussi le contrôle de l'action gouvernementale. Non. Et là-dessus, on ne vous sent pas du tout. D'accord. Georges Alain, qu'est-ce que vous retenez? On y va très vite. Et là-dessus, on ne vous sent pas du tout. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Même pas la question du code électoral? Non, sur l'institution, vraiment, on est un peu déçus. Mais ce n'est pas de leur fait. Nous sommes dans un régime hyper présidentialiste. Et donc, même si on a des députés intéressants, des députés patriotes, Gaston Combat, l'honorable Yono, Fobi Tinda qui est lui-même là. Le député Virba. Voilà. Bon, je ne veux pas citer l'autre là. Donc, il y a des députés patriotes, il y a des députés qui posent des vrais problèmes, mais c'est une institution qui est un peu phagocytée par l'exécutif. Maintenant, Simon Juda l'a dit, du fait d'une obésité numérique voilà, d'un parti tout à fait. Qui on peut dire également de cela, de la même chose de certains postes au niveau du gouvernement où il y a des ministres qui ont de la qualité, qui ont de la volonté d'agir, mais le système est tellement absorbant. Donc cela dit, je pense que les députés eux-mêmes doivent faire front au-delà des chapelles pour bousculer le règlement intérieur qui est extrêmement paralysant. Voilà, ne serait-ce que le règlement intérieur, la loi parce que c'est une loi qui accouche du règlement intérieur. Si le règlement intérieur est amendé, je pense que les députés, pour le peu de temps qu'il leur reste, les députés de cette cuvée, peut-être qu'ils passeront à la postérité. S'ils peuvent bousculer quelque chose, voir le député Combat qui sourit, ça veut dire que c'est peine perdue. Alors. On a beaucoup parlé de discipline parlementaire. Pardon, s'il vous plaît, on termine. On a beaucoup parlé de discipline de parti pour justifier un certain nombre d'attitudes des députés durant cette mandature, au point où certains voient peser sur eux la chape de plomb de ne pas être, de ce que leur mandat ne pourra pas être renouvelé, tout au moins dans les primaires des partis. Est-ce que cela ne va pas contribuer à museler davantage notre Parlement et l'affaiblir devant l'exécutif tant que les partis restent le lieu de désignation des candidats aux primaires? Vous savez, en réalité, il faut dire une chose réelle. J'entends tous les députés se présenter en victimes, mais c'est les victimes qui aiment cette position. Et c'est pour ça que je peux dire, moi, si je peux pas accepter de travailler dans des conditions où on ne me donne pas des possibilités de faire des initiatives, d'envoyer des entreprises. Donc, ils sont dans une servitude volontaire. C'est-à-dire, ils adorent. Vous répondrez tout de suite. Vous êtes dans des conditions idoines. Non, à l'université, personne à l'université, n'empêche ma liberté. Je vous ai entendu souvent vous plaindre. Oui, personne. Non, je me plains jamais. Je ne me plains jamais. Je me crée des possibilités d'exister comme universitaire. Et je vis véritablement comme universitaire. Donc, de mon point de vue, je dis, ils sont dans une servitude volontaire. Et moi, je ne peux pas plaindre des gens qui s'installent dans une situation où ils disent vraiment... Parce qu'il y a une coproduction du statu quo. C'est-à-dire qu'on a beau dire obésité, mais qui vous demande d'y aller alors que vous savez qu'il y a obésité? Il y a une situation de telle ou telle chose. Donc, de mon point de vue, je ne me plains pas de ces gens. Ils ont choisi eux-mêmes d'être dans une position et ils ne doivent pas se plaindre. Merci. Gaston Combat, qu'est-ce qui vous a empêché de ne pas d'avoir un mandat, un bilan élogieux et tel qu'il serait perçu par c'est vous qui pensez que la 9e législature n'a pas
jouer son rôle en matière de... Deux éléments de compréhension, parce qu'on est à la fin. Deux éléments de compréhension de ce rôle. Oui, je crois qu'un jour, la postérité, les historiens rendront... Commencez par l'historien du président. Commencez maintenant. Tu es très intéressant chaque fois que je prends la parole. Donc, un jour, les historiens nous donneront raison. Oui. Le collègue Phobi Tchinda et moi, nous sommes membres de la commission des finances et du budget. Je peux vous dire que quand nous traitons des questions économiques et financières, je peux vous dire qu'en termes de discussion avec le gouvernement, il n'y a pas opposition, il n'y a pas parti au pouvoir, il y a majorité d'idées. C'est dommage que dans notre contexte, les débats en commission ne soient pas des débats publics. Vous verrez véritablement qu'il y a une volonté du Parlement au niveau des commissions de faire avancer, de faire bouger des choses. Mais au-delà de la volonté, je peux continuer. Oui. Mais au-delà de la volonté, il faut et on a finalité, véritablement, donc on est devenu une force de proposition qui impacte sur les politiques publiques et il y a une prise. Sans voir les propositions de loi. Non, je crois que le Parlement c'est pas seulement des propositions. Pardon, permettez-moi de citer les propositions de loi, je n'en vois pas. Un projet de loi. Vous tablez que sur les projets de loi là. Des amendements qui connaissent un enrichissement avec l'action des parlementaires, c'est quelque chose. Merci. Raymond Phobi-Tchinda, vous allez vous terminer cette question. On aurait voulu que vous nous donniez des statistiques sur le nombre de lois, les lois qui vous ont marqué, le nombre de commissions d'enquête et tout le reste. Mais bon, visiblement, ce n'est pas I'll answer you simply. Oui. You can divide a parliamentarian's job into 3 parts. The first part is legislation. Yes. That's what you want to know. I think, speaking without the records on hand, we have passed over 100 laws. I'm not saying they're the best laws. All right? We fought some. We were overridden in others. But they are laws that were passed. We are hoping that when we get into power this November, we'll change some of them. But now the second part, the second part is the control of government action. This is very important. The second part is the control of government action. Yes. Where we have held all the ministers accountable, at least for what they are doing. And the third part is the work in the constituency. Because when you want a bridge to go from point A to point B, or a classroom, or a health center, or whatever, water point, you have to work at the community level first, take the documents now to the right ministry, and follow it up until it comes back as a budget. This is work which is being done, which my dear Professor Abe does not see when he goes to the assembly. Merci. All right? Merci à vous. Merci. I would say that this legislature, at least from my point of view, I know my colleague here, I think we have done our best. Merci, on a merci eu beaucoup. énormément de lois. Quand il faut défendre leur biftec, ils sont du même avis. Hein? Les gars défendent leur biftec. Merci monsieur, merci. Les gars défendent leur biftec, ils sont du même avis. Il n'y a plus de... Oui, mais vous défendez votre biftec. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Assom Negdem, Gaston Komba, Simon Phobi-Tchinda. Merci à vous d'être venu. On va vous suivre durant toute la session, en espérant ou non, selon qu'on soit d'un bord ou d'un autre, que le corps électoral soit convoqué dans les délais prescrits par la loi. Merci à vous d'avoir suivi. Bon dimanche sur Canal 2 International. Merci à Michael Tipkio et Rodrigue Tongue qui m'ont aidé à préparer cette émission. À dimanche prochain. Merci de rester sur Canal 2 International. Au revoir.